Voilà, alors donc oui, j'essaie de prendre au sérieux la thématique du REDOC de cette année, penser les inégalités, euh, mais en voyant dans l'expression penser les inégalités quelque chose qui renvoie directement à des interrogations épistémologiques, à savoir ce que vise et ce que peut viser dans l'expression penser les inégalités le verbe penser. Et effectivement, le verbe penser dans penser les inégalités peut renvoyer à de très nombreuses choses au regard des exposés auxquels on a pu assister, que ce soit en séance générale ou dans les ateliers. Ça peut renvoyer à plutôt objectiver les inégalités. On a vu des exposés qui restituaient des statistiques, par exemple, des répartitions territoriales couplées avec des taux de chômage. On pourrait penser à des statistiques de réussite scolaire également. Mais penser les inégalités, ça peut vouloir dire aussi comprendre les effets sensibles, par exemple, des inégalités. Un des exposés, le doctorant est là, parlait de l'humiliation ressentie par les élèves dans l'enseignement secondaire inférieur en Suisse, donc pas objectiver, là, comprendre les effets sensibles des inégalités. On a vu des exposés qui se positionnaient directement sur le terrain de la dénonciation des inégalités, dénonciation de l'imaginaire économique capitaliste, par exemple, qui était un des éléments centraux de l'exposé de Jens Spurk. On pourrait penser que penser les inégalités, c'est aussi, par exemple, analyser la domination masculine. Et puis, tout compte fait, penser les inégalités, ça peut aussi renvoyer à des discours qui cherchent à les rendre acceptables, les inégalités. Et dans plusieurs exposés, il a été fait référence aux théories de John Rawls qui explique à quelles conditions les inégalités sont non seulement acceptables, mais sont même souhaitables socialement et politiquement. Et donc je vais centrer mon exposé sur cette focale, donc sur ce que peut signifier penser, tout en n'oubliant pas évidemment qu'il ne s'agit pas de penser les manières de table, mais de penser les inégalités. Et au travers des exemples que je viens d'évoquer très rapidement, on voit donc que penser les inégalités, ça peut renvoyer à des discours très différents, mais que aussi que ça renvoie, me semble-t-il, à une très vieille tension interne à l'histoire de la sociologie, à cette tension entre, disons, d'un côté, penser sociologiquement, objectiver d'une façon ou de l'autre les inégalités, et puis les dénoncer normativement. Et donc derrière penser les inégalités se révèle, à mon sens, la question épistémologique du statut de la sociologie critique au regard de l'impératif d'objectivation sociologique ou de neutralisation axiologique. Et donc derrière nos discussions ici, derrière les différents discours auxquels on a pu assister, on retourne vers un vieux problème de la sociologie, c'est cette vieille question que je voudrais reprendre ici. Alors c'est une réflexion qui est en fait issue d'un colloque qui a eu lieu à Liège en juin de l'an dernier sur le militantisme, et puis qui a été réactivé par le REDOC l'an dernier, et puis qui a surtout été réactivé par une demande de Marc-Henri Soulet d'écrire un texte qui, je pense, va bientôt sortir dans la revue électronique de la ISLF Sociologie. C'est une vieille question, mais c'est aussi une question actuelle qui a été relancée notamment, donc pas exclusivement évidemment, mais qui a été relancée notamment par le parcours de la sociologie pragmatique française, qui a été présenté, qui s'est présenté comme une, je vais y revenir, mais qui s'est présenté comme une sociologie de la critique, prétendant substituer cette sociologie de la critique à la sociologie critique de Pierre Bourdieu au départ, et puis retour récent avec,
repositionnement récent par rapport à cette question de la part de Luc Boltanski en particulier, avec la publication récente de l'ouvrage de la critique qui entendait renouer la sociologie pragmatique avec la sociologie critique, et en particulier avec l'école de Francfort, encore qu'il n'est pas beaucoup question d'Axel Honneth dans l'ouvrage, mais en tout cas il est dit par Luc Boltanski que l'ouvrage est écrit à l'occasion de conférences qu'il a été données chez son ami Axel Honneth. Et donc je partirai de cette histoire récente en quelque sorte pour essayer d'élaborer cette question, ce statut de la sociologie critique. Donc la sociologie pragmatique française donc, est née dans les années 80-90 avec comme ouvrage de référence donc, de la justification de Boltanski et Thévenot et le texte aussi L'amour et la justice comme compétence. Alors il me semble que le statut épistémologique de cette sociologie pragmatique s'est positionné autour de ce qui me semble être un malentendu que je vais essayer d'expliciter ici. Si on prend les positionnements épistémologiques initiaux, donc défendus par Boltanski et Thévenot, au plan épistémologique, ces ouvrages se présentaient explicitement comme une critique de la sociologie de Bourdieu, mais cette critique, à mon avis, enfin l'élément central de la critique était une critique anthropologique. Je vais aller rapidement ici, mais il s'agissait en quelque sorte de prendre position contre la sociologie du dévoilement, de l'habitus, de l'illusio, et de proposer contre cette sociologie bourdieusienne une autre image anthropologique que celle qui était réduite à l'habitus dans la sociologie de Bourdieu, et donc de remplacer cette sociologie de l'habitus, ou de troquer cette sociologie de l'habitus contre une sociologie, une anthropologie, pardon, de l'acteur capable, compétent, disposant de compétences critiques en particulier, positionnement anthropologique qui débouchait sur une critique, sur une contestation de l'idée de rupture épistémologique, donc sur cette idée qu'il y a une distance, enfin, c'est une des dimensions de la rupture épistémologique, sur l'idée donc qu'il existe une distance entre le sociologue et l'acteur, rupture épistémologique qui est au centre de la tradition sociologique depuis Durkheim avec l'idée de rupture ou de mise à distance des prénotions et qui a été réactivée constamment, notamment avec l'ouvrage Le métier de sociologue de Bourdieu, Chamboredon et Passeron. Alors contre cette critique donc de l'idée de rupture épistémologique, la sociologie pragmatique proposait un concept assez vague, me semble-t-il, qui était le concept de montée en généralité, au travers duquel était supposé pouvoir se reconstruire une distance, mais une distance toute relative, donc entre le discours des acteurs et le positionnement du sociologue. Mais cela, donc, je le répète, dans un contexte de continuité entre les compétences des acteurs et les compétences des sociologues, continuité qui, disaient les sociologues du courant pragmatiste, continuité qui avait été contestée par la sociologie bourdieusienne. Donc, à mon sens, l'enjeu épistémologique est d'abord celui-là, donc un enjeu anthropologico-épistémologique, mais cette rupture avec la sociologie bourdieusienne, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'est opérée sous le couvert d'un slogan qui était celui que j'ai évoqué tout à l'heure, donc de substituer une sociologie de la critique contre la sociologie critique. Et donc, malentendu, parce que il semblait que la sociologie se construisait contre la sociologie critique, alors que l'enjeu était, je le répète, anthropologique. Et donc, enjeu anthropologique qui, à mon avis, reproduisait dans les termes de l'époque, donc sur de nouveaux frais, l'ancienne querelle centrale dans l'histoire de la sociologie, au XIXe siècle déjà, l'ancienne querelle expliquer, comprendre, donc remise en quelque sorte au goût du jour. Et cette confusion, me semble-t-il, montre qu'en réalité, peut-être la querelle des sciences sociales n'est pas seulement la querelle expliquer, comprendre, donc cette querelle née au XIXe siècle et qui s'est perpétuée sous d'autres versions, ni non plus la querelle entre faire de la science, c'est-à-dire objectiver d'un côté,
et critiquer de l'autre, c'est-à-dire la querelle illustrée notamment par l'opposition entre Adorno et Popper, mais que l'enjeu épistémologique des sciences sociales ne devrait pas se poser à 2 termes, mais à 3 termes. Donc, comment penser ensemble, expliquer, comprendre et critiquer, comment les penser ensemble, comment les distinguer, comment articuler ces 3 termes, quels sont leurs liens, sont-ils complémentaires et à quel titre, sont-ils exclusifs, et en particulier, quels sont les liens à établir entre la sociologie critique et les 2 autres formes de sociologie. Donc c'est une question, à mon avis, extrêmement difficile que je vais essayer d'éclaircir rapidement ici, en commençant par un rappel. Donc la querelle expliquer, comprendre est, historiquement, la querelle centrale des sciences sociales. Elle naît au XIXe siècle avec comme figure de proue le positivisme d'un côté et Dilthey de l'autre. Donc le positivisme d'un côté, bon, je rappelle très rapidement et très lapidairement les choses ici. Pour le positivisme, donc, il s'agit d'accepter que faire de la science suppose d'adopter les méthodes des sciences de la nature et les concepts des sciences de la nature, donc la causalité, l'idée de loi, l'idée de système. Et donc les sciences sociales doivent se soumettre à cela, ou alors ne pas revendiquer le statut de science. Alors contre ça, la position défendue par Dilthey, donc d'un autre côté, donc contre le positivisme, le point de vue de l'herméneutique, qui affirme que les faits sociaux ont une spécificité qui est irréductible à ce que prétend leur prêter le positivisme. Les faits sociaux sont des faits signifiants, ils ont une signification produite par les humains, qui sont donc des acteurs capables de produire du sens, un sens variable selon les contextes, et qui dès lors sont dotés de liberté, donc capables de s'arracher au déterminisme. Et pour étudier cela, il faut une méthode spécifique qui est la méthode compréhensive, la méthode herméneutique, qui est également scientifique, prétendront ses défenseurs, et qui puise d'ailleurs ses racines dans une tradition réflexive, notamment dans l'herméneutique religieuse. Donc on peut se référer là aux travaux reconstructifs de Hans-Georg Gadamer à ce niveau-là. Alors l'arrière-plan de la querelle, de cette querelle expliquer, comprendre telle qu'elle se dessine au XIXe siècle, l'arrière-plan de cette querelle est un arrière-plan kantien. Donc c'est le dualisme kantien. Donc la philosophie kantienne est une philosophie dualiste qui oppose le monde phénoménal soumis aux lois, au déterminisme, à la causalité, et le monde nouménal, donc l'empirique d'un côté, le transcendantal de l'autre, avec l'hypothèse de Kant que seul le monde phénoménal est susceptible d'être connu scientifiquement, et connaître scientifiquement, cela veut dire lui appliquer en quelque sorte les intuitions pures, surtout les catégories de l'entendement, parmi lesquelles la catégorie de causalité, par exemple. Il y a une forte pression cognitive chez Kant du modèle déterministe des sciences véhiculé par Laplace à l'époque. Et donc d'un côté, donc, le monde empirique, susceptible de science, avec un modèle de science lié au déterminisme et à la causalité, et de l'autre, le monde nouménal, le monde transcendantal, qui est le monde de la liberté, mais que l'on ne peut connaître scientifiquement. Et donc là se constitue, Kant explicite une antinomie, donc c'est le terme qu'il utilise, l'antinomie entre la liberté et le déterminisme, une antinomie qui va être en quelque sorte constitutive de la deuxième modernité à suivre Michel Foucault, qui dira que là naît l'homme comme doublet empirico-transcendantal. Et cette antinomie constitutive, les sciences sociales vont avoir à la penser, à l'affronter constamment. C'est Lombroso à la fin du XIXe siècle, c'est les neurosciences aujourd'hui. Ça, c'est la première phase de la querelle. Et il me semble que la question de la sociologie critique ne s'explicite pas réellement de manière autonome à cette époque. Si on prend Marx, par exemple, pour Marx, le matérialisme historique est pensé sur le modèle de la science
qui l'oppose aux idéologies. Et je force un peu les choses ici, mais il me semble que la question de la sociologie critique va se poser de manière plus autonome au XXe siècle, en particulier avec l'école de Francfort. La difficulté de cette sociologie critique, c'est la recherche de ces appuis normatifs, des appuis normatifs pour la critique, dans un contexte où depuis la philosophie de Hume, on sait que les valeurs, que les normes, que les énoncés normatifs ne se déduisent pas des faits, des énoncés constatifs. Pour le dire de manière un peu abrupte, en quoi, c'est la question qui se pose à partir de cette critique, de cette analyse humienne, en quoi l'objectivation sociologique des inégalités nous autoriserait-elle à les critiquer? Et d'où parlons-nous si nous les critiquons? Parlons-nous au nom de l'objectivation scientifique? Peut-on fonder une continuité entre l'objectivation scientifique et notre discours critique, au risque de se trouver confronté à l'objection humienne? Et sinon, dès lors que nous nous mettons à critiquer, sortons-nous de la science et transgressons-nous l'impératif de neutralisation axiologique. Alors c'est face à ce contexte épistémologiquement compliqué que les théoriciens de l'école de Francfort vont essayer de trouver des réponses. Alors je ne vais pas évidemment reconstruire toute l'histoire de l'école de Francfort, mais rapidement quelques moments dans leur élaboration théorique, en partant de Habermas, donc pas de la première vague de l'école de Francfort. Alors comment Habermas que retenir des positions de Habermas par rapport à cette constitution d'une sociologie critique? Tout d'abord, Habermas va énoncer, me semble-t-il, un argument fort et intéressant contre la prétention positiviste. C'est-à-dire cette prétention positiviste selon laquelle il y a une distance, une rupture épistémologique, une distance forte entre le sociologue et ses compétences de sociologue et les compétences de l'acteur, distance qui est au cœur de la sociologie du dévoilement telle que l'analyse la sociologie pragmatique. Alors contre cela, Habermas va poser une exigence qui est une exigence d'autoréflexion des sciences humaines. Autrement dit, les sciences humaines doivent pouvoir s'appliquer à elles-mêmes. Si on suppose que les représentations, alors j'utilise un terme vague que je ne définis pas ici, si on suppose que les représentations sont réductibles à des causes sociales, par exemple, à des positionnements économiques, à des habitudes de classe, alors, dit Habermas, les théories perdent leur rapport à la vérité, leur prétention à la validité. Donc si on applique ça à Bourdieu, ce qu'il dit, donc ces théories, se réduisent à son habitus de classe, à sa position sociale. Donc s'il dit ce qu'il dit, ce n'est pas parce que c'est vrai, mais c'est parce qu'il est issu d'une famille de la paysannerie béarnaise. Ben, il le dit. Et donc, l'argument de l'autoréflexion est effectivement un argument fort posé par Habermas, donc contestant en quelque sorte la validité des sociologies positivistes. Alors Habermas va tenter de trouver des appuis normatifs pour... les sociologies critiques vont tenter de trouver des appuis normatifs pour la critique, en, me semble-t-il, cherchant à mettre au jour des espaces où descriptifs, objectivants donc, et normatifs se rejoignent, sont en continuité. C'est à mon avis ça l'enjeu de la sociologie critique, c'est trouver des points, qu'essaie de rencontrer la sociologie critique, c'est trouver des espaces, des points d'appui où le point de vue descriptif et le point de vue normatif, en quelque sorte, se rejoignent, se trouvent en continuité.
Alors, je vais encore une fois pas reprendre dans le détail, mais la position de Habermas va s'orienter vers la recherche d'une fondation transcendantale qu'il va appeler faible. Donc c'est la question effectivement d'un transcendantal qui n'est pas en rupture avec l'empirique, donc une fondation transcendantale faible, mais falsifiable empiriquement en quelque sorte, au travers d'une réflexion sur ce qu'il va appeler les présupposés incontournables de l'activité communicationnelle. Donc l'idée de Habermas, c'est que dès lors que nous entrons en communication, nous faisons un certain nombre de présupposés que nous ne pouvons plus a priori contester sans nous contredire. Et à partir de ce raisonnement, Habermas va chercher à construire ce qu'il va appeler une éthique de la discussion. Donc nous faisons, dès lors que nous entrons en discussion, nous faisons un certain nombre de présupposés, la vérité des énoncés constatifs, etc., le respect de l'autre. Nous faisons un certain nombre de présupposés qu'il s'agit de réfléchir, que Habermas va réfléchir en explicitant les principes d'une éthique de la discussion, cette éthique de la discussion qui peut servir de point d'appui normatif pour la critique sociale. Donc sachant que le facteur test pour Habermas, donc sachant que le facteur test de la justice sociale, ça va être dès lors le fonctionnement de l'espace public, d'un espace public qui se devrait d'être conforme à ces principes d'une éthique de la discussion. Et donc l'appui normatif que constitue l'éthique de la discussion pour Habermas va lui permettre de déceler les atteintes à une communication réussie. Ça va lui permettre de fonder aussi une approche normative du social qui va se révéler notamment dans l'opposition qu'il va faire entre le système gangrené par les logiques instrumentales et les logiques stratégiques, et d'autre part le monde vécu dans lequel demeure encore une référence à l'agir communicationnel et donc des ressources d'entente qui se trouvent de plus en plus appauvries par, c'est l'hypothèse de Habermas, donc c'est une théorie systémique assez classique, qui se trouve appauvrie par la colonisation progressive du monde vécu par le système. Et donc on voit bien que chez Habermas, la description objectivante du système référé à cette éthique de la discussion, la description objectivante du système devient en quelque sorte directement critique. L'auteur suivant, c'est évidemment, il a été très souvent explicité, beaucoup plus que Habermas dans les exposés auxquels j'ai assisté, c'est Axel Honneth. Axel Honneth, lui, va déployer son travail à la fois sociologique et critique sur base d'une anthropologie sociale, une anthropologie étayée sur l'exigence de reconnaissance. Donc il ne s'agit plus d'un enjeu de communication réussie comme chez Habermas, ce n'est plus la communication réussie et la qualité de l'espace public qui va être les critères, mais c'est plutôt la constitution de l'identité. Et chez Honneth, un concept va occuper une position centrale, c'est le concept de déni de reconnaissance. Et ce concept de déni de reconnaissance, j'attire votre attention là-dessus, a à la fois une portée descriptive, on peut décrire les actes, ou les gestes de mépris par exemple, et une portée normative, un déni de reconnaissance a priori, mais je reviendrai là-dessus, ce n'est pas aussi évident, un déni de reconnaissance a priori, c'est normativement critiquable. Et il me semble que cette stratégie argumentative, donc consistant à placer au centre de son approche sociologique des concepts de ce type-là, donc qui sont à la fois descriptifs et normatifs, c'est une stratégie critique que l'on retrouve beaucoup aujourd'hui. La place, un des exposés auxquels j'ai assisté entendait par exemple se référer au texte de Margalite sur la société décente, par exemple. Jacques Hillon utilise souvent le concept de respect, par exemple, également. Donc des concepts, je le répète, qui sont à la fois descriptifs et normatifs. Alors ces concepts, lorsque l'on lit les travaux de Honneth, de Hillon, etc., ces concepts ont une grande force convaincante, mais on peut néanmoins les soumettre à une question banale. Est-ce que tous les dénis de reconnaissance,
on peut accepter l'idée que tous les dénis de reconnaissance produisent de la souffrance, mais sont-ils pour autant injustes, les dénis de reconnaissance? Et donc, il me semble qu'on peut trouver immédiatement, si on se pose cette question-là, que généralement on ne se pose pas en lisant Honnête, mais tout compte fait, si on se la pose vraiment, il me semble qu'on va trouver immédiatement des exemples très probants du fait qu'il peut y avoir des dénis de reconnaissance qui ne sont pas injustes. Donc par exemple, les crimes d'honneur, c'est quelque chose dont on parle en Belgique. Donc ceux qui pratiquent des crimes d'honneur peuvent considérer que l'interdiction des crimes d'honneur est un déni de reconnaissance. Est-ce pour autant injuste? Donc Habermas, première stratégie, donc une fondation transcendantale, la recherche d'un appui critique dans une fondation transcendantale d'une éthique de la discussion, Honnête, déni de reconnaissance. Chez Boltanski, il me semble que le concept qui va occuper stratégiquement donc, ce pôle central, c'est le concept d'épreuve, qui qui était déjà présent dans les premiers travaux de Boltanski, mais qui, dans les derniers travaux, va occuper, me semble-t-il, un statut central dans la constitution d'une sociologie critique. Et je vous rappelle que Boltanski distingue trois types d'épreuves, donc des épreuves de vérité, qui en fait sont des épreuves cérémonielles, en quelque sorte, il les identifie, il les assimile, il les exemplifie par des cérémonies religieuses. Donc ce sont des épreuves qui confortent la logique institutionnelle et qui ne portent donc pas de potentiel critique, mais à ces épreuves de ces épreuves de vérité, il distingue des épreuves de réalité qui elles, soumettent l'institution elle-même à ses prétentions, aux prétentions qu'elles énoncent. Donc elle se demande si les institutions font effectivement ce qu'elles prétendent faire. Les institutions tiennent-elles leurs promesses? Et donc là, dans ce concept d'épreuve de réalité, il y a un potentiel critique qui était, c'est la question de la promesse. Est-ce que les institutions tiennent leurs promesses? C'était au centre de l'argumentation du texte de Jan Spurk. Donc les épreuves de réalité, qui sont des épreuves banales, au sens où elles sont mobilisées par les acteurs eux-mêmes, mais elles peuvent servir aussi d'appui normatif pour la sociologie critique. Et puis, les épreuves existentielles, c'est-à-dire les souffrances, les humiliations ressenties, dont Boltanski dit qu'elles ne trouvent pas aisément les mots pour le dire, donc elles s'explicitent difficilement dans des discours revendicatifs, raison pour laquelle ce sont souvent des mouvements artistiques, par exemple, qui leur donnent leur première forme. Et ces épreuves existentielles sont, pour Boltanski, le support d'une critique radicale. Donc elles ont un potentiel critique plus fort que les épreuves de réalité. Mais, de nouveau, je pose à cela la même question que j'ai posée à Honnête. Est-ce que les souffrances, les indignations peuvent servir de fondement à la critique sociologique? Alors, on s'est tenté de dire oui, mais les souffrances ou les indignations des militants d'extrême droite qu'analyse Bizel, par exemple, en France, est-ce que ça peut servir de fondement à une critique sociale? Alors effectivement, l'indignation, la souffrance est certainement le signe d'une pathologie sociale, mais est-ce que c'est pour autant quelque chose qui se présente comme un candidat indiscutable comme arrière-plan normatif d'une sociologie critique? Et puis, il y a ceux qui, somme toute, ne souffrent pas. Autrement dit, est-ce que des situations de non-souffrance ne peuvent pas être dénoncées? Est-ce que l'absence de souffrance est en soi un signe de justice sociale, par exemple, l'absence d'injustice? Alors on voit que les tentatives que je viens d'énumérer sont assez convaincantes, mais se heurtent quand même à des questions. Et donc je souhaiterais maintenant revenir à ma question de départ. Comment penser ensemble, tout compte fait, les trois? Expliquer, comprendre, critiquer.
comment les articuler. Alors, il me semble qu'il y a un auteur qui est intéressant à cet égard-là, qui a tenté, je pense, enfin à ma connaissance, le premier, qui a opéré le premier cette tentative de systématisation, c'est Carl Otto Appel, donc dans aussi l'école de Francfort, donc dans un ouvrage sur la querelle expliquer, comprendre. Et un des intérêts de la réflexion de Carl Otto Appel, et je vais y revenir, sera d'essayer de penser ce lien entre expliquer, comprendre et critiquer en se référant à la théorie du langage. Et Carl Otto Appel, dans ce bouquin sur la querelle expliquer, comprendre, réécrit l'histoire de la querelle. Alors, petite parenthèse, je peux vous passer un texte où j'ai fait la synthèse de cet ouvrage qui est par ailleurs absolument illisible. Je m'étais engagé pour un séminaire avant de l'avoir lu de le faire, et m'étant engagé, je l'ai fait, mais donc je peux vous passer le texte dans le détail. Alors, Carl Otto Appel reconstruit l'histoire de la querelle en 3 phases. Donc la première phase, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est l'opposition entre Dilthey et le positivisme. Carl Otto Appel nous disant que cette querelle verse dans une impasse parce que, nous dit-il, il y a ontologisation ou durcissement du dualisme kantien. Si on est libre, alors on n'est pas déterminé et alors il n'y a pas de science. Ou bien si on veut faire une science, alors il faut concéder au déterminisme et donc dénier la liberté. Donc ça c'est la première phase de la querelle qui débouche, dit-il, sur une impasse parce qu'il y a, je le répète, ontologisation, essentialisation, substantialisation des 2 positions. Deuxième moment dans la querelle, donc un dépassement, si vous voulez, de l'impasse de la première, Carl Otto Appel le trouve, ce deuxième moment, et donc ce moment de dépassement, dans la philosophie du second Wittgenstein, c'est-à-dire le Wittgenstein des jeux de langage. Donc, en se référant à la philosophie de ce deuxième Wittgenstein, expliquer, comprendre sont en fait 2 jeux de langage qui ne sont pas exclusifs. Et banalement, on nous dit, Carl Otto Appel, nous savons bien que lorsque nous posons dans une conversation ordinaire la question pourquoi, ça peut se dire en 2 sens. C'est pour quelle cause et pour quelle raison, pour quel motif. Donc c'est, si vous voulez, quelque chose de, somme toute, très banal, très courant. Ce sont des compétences que nous mobilisons sans cesse dans nos conversations ordinaires. Nous sommes constamment capables de passer du point de vue objectivant pour quelle cause, une interprétation de type symptomatologique, par exemple, à la position du participant je tue qui reconnaît d'emblée à l'autre les compétences que je m'octroie à moi-même. Mais bien sûr, dans une conversation ordinaire, je ne peux pas adopter constamment la posture objectivante. Si tout ce que dit l'autre, je l'interprète comme un symptôme, je serais peut-être un psychanalyste, mais je ne serais plus dans une conversation ordinaire qui reconnaît l'autre au travers de l'adoption de la posture du participant. Donc 2 jeux de langage qui ne sont pas exclusifs. Alors que le premier moment de la querelle rendait les choses, rendait l'antinomie exclusive. Alors, s'inspirant d'un philosophe finlandais qui s'appelle, ça s'écrit von Wright, mais il paraît que parce qu'il est finlandais, ça se dit von Richt, mais j'en sais rien. Carl Otto Appel développe l'idée selon laquelle, entre les 2 néanmoins, donc expliquer, comprendre, il y a un privilège de la compréhension, parce que, je ne refais pas tout le raisonnement, pour le dire rapidement, parce que l'idée de causalité présuppose, dit dit von Wright, présuppose l'idée de capacité d'agir et donc présuppose une anthropologie de l'acteur libre. Mais surtout, ce qui est intéressant chez Carl Otto Appel, c'est que, et ce sera le 3e moment, donc ce moment de dépassement où Carl Otto Appel pense avoir résolu en quelque sorte la question de la querelle expliquer et comprendre, à ces 2 premiers intérêts de connaissance, ces 2 premières manières de connaître, donc l'explication et la compréhension, il va ajouter un 3e intérêt de connaissance qu'il va appeler un intérêt critique ou un intérêt émancipatoire,
qui résulte, à suivre Carlotto Appel, de la mise en relation des deux premiers. Donc avec l'explication, nous donnons une interprétation légaliste, déterministe, causaliste, systémique des choses. Donc si vous voulez, c'est l'intérêt explicatif que nous mettons alors, ou dès lors que nous le mettons en relation avec le deuxième intérêt de connaissance, eh bien cela présuppose que les contraintes qui pèsent sur nous, nous pouvons nous en libérer, nous pouvons nous en émanciper, nous pouvons nous en défaire. Et Carlotto Appel nous dit que dans l'histoire des sciences humaines, eh bien, il y a des sciences qui ont illustré cela d'emblée. Il cite là la critique des idéologies de Marx et la psychanalyse freudienne. Et dès lors, Carlotto Appel va distinguer trois types de sciences qu'il va appeler les sciences quasi-nomologiques, donc qui établissent des lois causales ou qui proposent des interprétations systémiques, par exemple, donc des sciences quasi-nomologiques, des sciences compréhensives, donc basées sur la tradition herméneutique, et il va y ajouter un troisième type de sciences qui sont, dit-il, des sciences critiques et reconstructives. Alors, question. Alors, faut-il, somme toute, réellement se libérer de toutes les contraintes qui pèsent sur nous, contraintes éventuellement non sues? Alors, François Dubé, mais je pense que c'était au repas, nous parlait de Freud, excellent sociologue. Freud nous explique qu'effectivement, il y a des contraintes qui sont non sues, qui sont inconscientes, mais qui fondent le vivre ensemble. Donc peut-on présupposer que toutes les contraintes, il faut s'en libérer, ce que semble présupposer le raisonnement de Carlotto Appel. Mais ce qui est intéressant chez Carlotto Appel, néanmoins, c'est le lien qu'il fait entre les trois positionnements, donc expliquer, comprendre et critiquer, les liens que j'ai peu fait apparaître, mais qui transparaîtraient davantage à la lecture de l'ouvrage, les liens qu'il fait également entre ces trois positionnements et la théorie du langage. Alors, c'est ce que je viens d'expliciter ici que je voudrais développer maintenant et proposer à la discussion. Et je le ferai en partant d'une citation de Jean-Marc Ferry dans un ouvrage qui s'appelle « Les grammaires de l'intelligence », qui est un ouvrage, je trouve, extrêmement intéressant, mais malheureusement très peu lu. Alors Jean-Marc Ferry écrit ceci: « L'antinomie métaphysique du déterminisme et de la liberté ». Donc l'antinomie métaphysique du déterminisme et de la liberté, donc c'est la position kantienne, ramenée à la controverse épistémologique entre explication et compréhension. Donc c'est le premier moment de la querelle, donc dit-il le positivisme, s'explicite, donc l'antinomie métaphysique du déterminisme et de la liberté, ramenée à la controverse épistémologique entre explication et compréhension, s'explicite dans l'opposition logique entre les causes et les raisons, c'est ce que j'ai évoqué, elle-même rendue à l'alternative méthodologique entre une attitude objectivante et une attitude réfléchissante, laquelle renvoie finalement aux orientations grammaticales de la troisième et de la première personne pronominale. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est peut-être de renvoyer cette articulation entre expliquer, comprendre et critiquer à cette grammaire des pronoms personnels en systématisant la suggestion de Jean-Marc Ferry. Autrement dit, dans tout énoncé, c'est les linguistes qui nous apprennent ça, il y a une doctorante qui est ferrée en linguistique qui pourra me contredire éventuellement, mais dans tout énoncé, il y a tout d'abord une dimension référentielle. Donc tout énoncé est à propos de quelque chose selon le pronom, la troisième personne, selon le pronom « il », dimension référentielle. Tout énoncé s'adresse à quelqu'un, c'est la dimension illocutionnaire renvoyant à la deuxième personne « tu ». Et tout énoncé est également un engagement de celui qui énonce, c'est la dimension performative selon le
la première personne, c'est-à-dire selon le je. Et donc l'hypothèse que j'aurais tendance à faire, c'est que là s'éclaire peut-être la complémentarité, mais aussi, je dirais, l'irréductibilité, la complémentarité et l'irréductibilité de ces trois manières d'envisager la sociologie. Expliquer renverrait à la troisième personne, à l'objectivation, à l'impersonnalité de la troisième personne, donc renverrait à l'exactitude des descriptions et aux catégories de causalité, de système, par exemple. Comprendre renverrait à la deuxième personne, tu, c'est-à-dire à la reconnaissance de l'autre, ce que nous pratiquons dans l'observation participante, par exemple, dans l'entretien, et critiquer renverrait à la première personne, je, c'est-à-dire à l'engagement du sociologue. Alors, le sociologue peut ne pas tout prendre en charge. Il peut ne pas assumer les trois positions, mais, et évidemment, ça va énerver certains dans la salle, le sociologue peut ne pas tout prendre en charge, mais il me semble qu'il manque quelque chose à la sociologie lorsque nous n'allons pas jusqu'à assumer la position de l'engagement. C'est la position que je défendrai. Alors, au travers de cette tripartition, donc je, tu, il me semble que l'on pourrait décrire les sociologies et peut-être comprendre ce qui leur manque à ces sociologies. Par exemple, la sociologie de Bourdieu est une sociologie objectivante et engagée. Le je et le il, ce qui manque à la sociologie de Bourdieu, c'est la reconnaissance de l'autre, qui est déniée au travers du concept d'habitus, d'illusio, etc., dont je parlais au départ. François Dubé, qui nous a quittés, peut-être énervé, François Dubé, qui nous a quittés, parlait dans son exposé des ethnographies de la souffrance, en trouvant qu'il leur manquait quelque chose à ces ethnographies de la souffrance. Alors c'est le tu, si vous voulez, qui, lorsqu'elles sont dénonciatrices, ces ethnographies de la souffrance, assument le je, et François Dubé disait ce qui manque, c'est la systématisation, enfin, pour utiliser ces termes, c'est l'intégration dans une logique systémique. Et puis je peux prendre un autre exemple, qui est la sociologie de l'art de Nathalie Eynig, qui refuse de s'engager. Donc l'objectivation et éventuellement la reconnaissance, mais on ne sait pas ce qu'elle pense à propos de l'art moderne, et ça peut énerver le lecteur. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a une complémentarité entre les trois, mais irréductibilité, aucune ne se déduit de l'autre, et notamment aucune ne se déduit de l'autre, parce que chacune des positions est différenciée à l'égard de ce qu'on appellerait la logique des modalités. Autrement dit, le il dit ce qui est selon la logique de la nécessité. La rencontre de l'autre, et donc la sociologie compréhensive, qui présuppose la liberté, la production du sens, etc., nous dit que les choses auraient pu être autrement, et donc introduit une autre modalité, qui est la modalité du possible. L'engagement nous introduit une autre modalité, nous dit peut-être ce qui devrait être par rapport à ce qui pourrait être, mais ce qui devrait être, et donc en plus à côté du nécessaire, à côté du possible, l'engagement nous dit ce qui est souhaitable. Et donc, j'y insiste lourdement, donc articulation des trois, complémentarité des trois, mais irréductibilité. S'agissant de la sociologie, il me semble qu'une question épistémologique fondamentale qui se pose alors si on s'accorde avec ce que je viens d'expliciter, c'est en quoi l'explication et la compréhension, et comment l'explication et la compréhension, donc le il et le tu, peuvent nourrir l'engagement, sachant qu'à mon sens, l'engagement ne s'en déduit pas. Mais aussi, question inverse, en quoi nos engagements nous conduisent vers des formes d'objectivation et vers des manières de comprendre. Je ne sais pas si
je m'arrête ici. Je peux m'arrêter ici. Si j'ai déjà assommé tout le monde. Non, mais non. Merci beaucoup. Pas du tout assommé, non? Je vous invite à poser des questions. Qui vont... Oui, est-ce que tu as encore j'ai encore du texte? De la matière, oui. On est bien sûr, on est prêt encore, on a encore quelques minutes. On a eu 10 minutes d'informations au départ. Oui, je peux. Mais oui, c'est énigmatique maintenant, on veut savoir connaître la liste. Le jeu. Je vais introduire... je vais en revenir, peut-être me rapprocher de la question des inégalités dans cette fin d'exposé et revenir sur des thématiques qui ont été abordées notamment dans l'exposé de François Dubé. Alors, il me semble que la sociologie de Habermas nous dit quelque chose de très important par rapport à la sociologie critique. C'est que ce que nous critiquons, ce sont des prétentions à la validité. Ce que nous critiquons, ce sont des prétentions à la validité. Et donc, il me semble que la sociologie critique doit assumer une approche cognitiviste du social. Autrement dit, pas réduire le social à du langage, mais assumer une position cognitiviste du social. Le social porte des prétentions à la validité. Je pense que c'est ce qui se dit dans la tradition sociologique, principalement au travers du concept de légitimité, du concept weberien de légitimité. Habermas écrit ceci: toute société, donc il dit, s'inspirant de la sociologie de Simmel, qui, à suivre Habermas, défend une conception épistémique de la vie sociale, Habermas nous dit ceci: toute société que nous concevons comme contexte de vie à structure significative comporte une relation immanente à la vérité. La réalité des structures significatives repose sur une factualité singulière de prétention à la validité qui, en règle générale, sont acceptées naïvement, c'est-à-dire supposées réalisées. À vrai dire, il est toujours possible de remettre les prétentions à la validité en question. Elles prétendent être légitimes. Or, cette légitimité peut être problématisée avant d'être confirmée ou rejetée. J'attire votre attention sur le fait que Boltanski, par exemple, insiste lourdement dans sa sociologie critique sur ce qu'il appelle le contrôle sémantique de la réalité, autrement dit les formes discursives qui catégorisent les choses et qui ont des effets performatifs. Alors, Honnête reproche sans doute justement à Habermas d'avoir ramené les expériences d'injustice à des atteintes aux conditions d'un échange langagier réussi, et il étend, si on veut, ces atteintes à la constitution de l'identité, mais il me semble qu'Habermas a raison, je ne crois pas que Honnête le contesterait, Habermas a, me semble-t-il, raison de rappeler que ce que nous critiquons, ce sont des prétentions à la validité. Et donc, s'agissant des inégalités, l'enjeu de la sociologie critique, c'est, à mon avis, la contestation de leurs prétentions à la validité, sachant que toutes les inégalités ne doivent pas forcément être dénoncées. Et donc, un des adversaires de la sociologie critique, ou peut-être l'adversaire central de la sociologie critique, ce sont les discours et les institutions qui naturalisent les inégalités et qui soustraient les inégalités à la critique. Alors, dans l'ouvrage dirigé par Serge Pogam, Repenser la solidarité, il y a un article de Jean-Pierre Dupuy qui énumère des manières de justifier ou de naturaliser les inégalités. Il cite la hiérarchie, par exemple, se référant aux travaux de Dumont qu'a d'ailleurs évoqué François Dubé. Il évoque aussi l'argument de la complexité, l'argument de la contingence qui justifie en quelque sorte objectivement les inégalités sans les dénoncer. Donc il les naturalise, qu'il est légitime. Alors je voudrais, et je terminerai là-dessus, reprendre rapidement cette question des discours, des institutions, des discours qui objectifs, qui naturalisent les inégalités. Ce n'est pas, je ne vais pas faire ça avec une prétention englobante, mais simplement
en ramenant mon propos à une hypothèse sur laquelle je travaille, et d'ailleurs j'avais commencé de travailler avec Jean Demeunk, c'est une hypothèse qu'il y a une transformation de l'action publique et que, historiquement, se sont constituées des strates d'État qui se superposent. Et on avait distingué, je ne vais pas développer ça ici, la strate de l'État libéral, donc 19e siècle, les droits, libertés, et sur laquelle vient se superposer l'État-providence ou l'État social, avec évidemment en son centre les droits créances, l'accès à un certain nombre de ressources et de biens nécessaires à la satisfaction de la dignité humaine. Et puis on y avait superposé une troisième strate, donc je dis bien superposé, donc ce n'est pas l'une qui remplace les autres, ce sont des strates qui se superposent, l'État réseau, qui se caractérise par notamment des exigences de reconnaissance. On peut voir là trois périodes de constitution du politique auxquelles correspondrait, c'est l'hypothèse que je lance ici, auxquelles pourraient correspondre trois registres de dénonciation des inégalités. Je répète, ce sont des strates. Autrement dit, la dénonciation correspondant à la première strate n'est pas terminée. Et donc nous aurions en quelque sorte trois types d'adversaires. Correspondant à la première strate, il me semble que l'adversaire théorique, là, est la naturalisation des inégalités ou des différences anthropologiques. Donc c'est la question de la hiérarchie, et c'est aussi la question de la capacité et de l'incapacité des acteurs fondés en nature. Donc au XIXe siècle, et avant aussi, il y a des gens qui sont capables et des gens qui sont incapables et qui le sont définitivement, en quelque sorte, qui le sont par essence, qui le sont par nature. Et là, l'appui normatif, c'est l'égalité anthropologique. Je vous lis un petit passage de Kant. « Seule la capacité de donner son suffrage fonde la qualification comme citoyen. » Donc pour Kant, il y a somme toute une universalité de l'homme, mais pas du citoyen. Mais celle-là présuppose l'indépendance dans le peuple de celui qui ne veut point être une simple partie de la République, mais aussi un membre de celle-ci, c'est-à-dire qui veut être une partie agissant par son propre arbitre avec d'autres en communauté. Cette dernière qualité, donc, qui octroie la caractéristique d'être un citoyen, rend toutefois nécessaire la distinction des citoyens actifs, c'est un synonyme de capable à l'époque, et des citoyens passifs. Incapable. Encore que ce dernier concept semble d'une manière générale en contradiction avec la définition du concept de citoyen en général. Les exemples suivants pourront servir à lever cette difficulté. Donc, l'énumération d'incapables, d'inactifs, de passifs, le garçon employé chez un marchand ou chez un fabricant, l'employé, le mineur, toutes les femmes, et en général toutes les personnes qui, pour pourvoir à leur existence, ne dépendent pas de leur propre activité, et ainsi de suite. Donc là, naturalisation de l'inégalité avec un appui anthropologique qui est l'égalité anthropologique. Il me semble qu'avec correspondant à la deuxième strate, donc du politique, sur laquelle va s'étayer l'état social ou l'état-providence, l'égalité anthropologique est acquise, mais elle doit devenir réelle. Et c'est au rôle des institutions d'assumer l'égalité. Alors là, l'ennemi théorique, c'est la naturalisation de la construction sociale de l'inégalité, avec comme ennemi principal l'économie. Et donc c'est par exemple le discours marxiste ou la critique, pour passer au XXe siècle, la critique qui peut être faite du néolibéralisme, des thèses par exemple de von Hayek selon lesquelles il n'y a pas d'injustice sociale. Donc la critique de ce qui produit l'économie, mais aussi la critique des institutions qui produisent des inégalités ou qui ne tiennent pas leurs promesses d'égalisation des conditions. Autrement dit, la critique de l'école, la critique du droit, la justice de classe, critique renouvelée constamment, notamment par Lacan encore récemment, la critique de l'espace public, la critique des médias, donc la critique de l'institution de manière générale, avec comme appui normatif l'égalité d'accès, accès à des biens, à des ressources, à la propriété, pour utiliser le vocabulaire de Castel, ou égalité des chances,
discours renouvelé à mon sens aujourd'hui, encore qu'il serait peut-être entre le deuxième modèle et le troisième, renouvelé aujourd'hui par les travaux d'Amartya Sen. Et puis, la troisième strate. Alors, le tournant, là, à mon sens, c'est les années 60-70, et je me réfère là, par exemple, aux hypothèses d'Ehrenberg, qui nous dit qu'avec la montée du référentiel de l'autonomie, l'injustice en vient à se vivre psychiquement. C'est ce qu'il décrit dans ses ouvrages, en tout cas depuis la fatigue d'être soi. Aussi, l'hypothèse assez convergente développée par Axel Honneth, selon laquelle, avec la montée de l'éthique de l'authenticité, de l'autonomie, donc à la même époque, dans les années 60-70, ces valeurs, donc authenticité, autonomie, qui étaient des appuis critiques du capitalisme, vont devenir des exigences qui pèsent sur l'ensemble des acteurs, produisant donc de la souffrance psychique. Et dans le même ordre d'idées, Ulrich Beck parle par exemple d'une individualisation aujourd'hui des inégalités sociales. Je pourrais vous lire un petit texte, mais je ne vais pas le lire, de Ulrich Beck. Honneth, par exemple, écrit ceci: « Il apparaît qu'une théorie des classes ajustée à la société capitaliste avancée ne peut se borner à l'inégale répartition des biens matériels, mais doit aussi prendre en compte la répartition asymétrique des chances sur le plan culturel et psychique. » Alors, mon hypothèse, et là, si vous voulez, l'adversaire théorique de la sociologie, mais qui est de la sociologie actuelle, pourrait être les discours qui cherchent à objectiver individuellement les inégalités, autrement dit, par exemple, ces indicateurs, ces référentiels de compétences, de capacité, d'employabilité, ces indicateurs de résilience, ces indicateurs de motivation, qui sont des manières de catégoriser les acteurs et de peser sur eux aujourd'hui, mais aussi les pratiques qui portent atteinte à la vulnérabilité des personnes, par exemple les pratiques de l'État social actif, et je pourrais l'expliciter également, peut-être des pratiques liées à l'humanitaire. Alors il me semble que de cette distinction-là, on pourrait mettre en évidence trois registres critiques correspondant à ces trois moments. D'une part, la dénonciation des inégalités, avec comme référent donc cette égalité anthropologique, donc la dénonciation des inégalités. Deuxième registre, la déconstruction des injustices sociales, soit qu'elle présuppose illusoirement l'égalité, comme la science économique par exemple, soit qu'elle légitime des inégalités sur base d'égalité des chances qui n'existent pas. Donc la dénonciation des inégalités, premier modèle, la déconstruction des injustices sociales, deuxième modèle, et à cela se superposerait aujourd'hui un troisième modèle qui serait la stigmatisation des violences faites à la vulnérabilité. Là, me semble-t-il, au niveau politique, se dégagent trois registres critiques s'appuyant donc sur des appuis normatifs différenciés, correspondant en quelque sorte au bouger du politique. Voilà, ce coup-ci je m'arrête. Merci, on t'applaudit deux fois.